Alors, moi déjà ma présentation. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire, 47 ans. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans maintenant, du coup. Vétérinaire, ça m'est venu tout petit, un peu comme beaucoup d'enfants. À l'époque, c'était Dactari qui passait à la télé, ça ne parle pas beaucoup aux gens qui ne sont pas de mon âge, mais c'est une vieille série où il y avait un vétérinaire dans la brousse qui soignait les animaux. Et j'ai dit, je veux faire ça. Je devais avoir 8 ans. Voilà. Et puis en fait, ça m'a toujours tenu. Ma vision du métier a beaucoup évolué entre temps. Je suis pas parti en short soigner les lions dans la brousse, mais donc voilà. Je suis parti à l'école d'auto. Là, j'étais parti pour aller plutôt en océano sur un bateau soigner les dauphins et les baleines que la Sea Shepherd. Mais ça a fini que les aléas de la vie me laissaient un peu entraîner dans le train-train habituel, on va dire. Je me suis posé d'abord en salariat dans différentes cliniques avant de créer ma structure ici il y a 15 ans. Non. Voilà. Après, ça c'est pour la partie vétérinaire. Je m'occupe principalement de petits animaux, donc chiens, chats, furets. Voilà, rongeurs, voilà, je ne fais plus trop les gros animaux, même si c'est en train de me revenir. En gros animaux, j'avais travaillé à une époque un peu à Grenoble, donc on faisait un petit peu de vaches, très peu de chevaux, parce que c'est une spécification un peu particulière. Il y avait pas mal d'élevages bovins où je tournais avec le veto et je me formais comme ça. Maintenant, ça fait 20 ans que je n'ai pas touché de vache, donc j'essaye de m'y remettre. J'ai un élevage de moutons à côté de là où je suis maintenant. Il y a un peu de vaches aussi, donc ça serait bien de s'y remettre un peu, pas perdre tout, quoi. Voilà. T'as fait quoi comme études pour arriver jusque-là? Donc les études vétérinaires, les études classiques, parcours général, à l'époque terminale C, maintenant la S, quoi. Après classe préparatoire, donc j'étais dans un lycée qui n'était pas très loin de chez moi, à la Canale, à Sceaux. Et ensuite 2 ans de classe préparatoire, et après l'école vétérinaire, Maison Alfort, pendant 5 ans, enfin 4 ans. Maintenant c'est en 5 ans, mais avant c'était 4 ans. Et ensuite derrière, j'ai refait 2 ans d'internat de chirurgie, qui sont des postes, à l'époque c'est pareil, là aussi l'internat a été supprimé, mais à l'époque c'était 2 ans en chirurgie pure, où il y avait 6 postes par an, donc, sur un concours national. Et pendant 2 ans, on forme les étudiants en chirurgie basique et on se fait former par les profs en chirurgie plus poussée. Donc voilà. Et donc sorti de ça, c'est là où j'ai commencé à exercer un peu en vrai, on va dire, et puis dans un domaine scolaire. Et est-ce que tu dirais que tu gagnes bien ta vie, autant d'un point de vue financier, éthique ou bonheur? Alors je trouve qu'on gagne très bien notre vie en vétérinaire, pas un métier à plein, bien évidemment, surtout vu le contexte. Bonheur, je connais énormément de vétos qui ne sont pas heureux. Je pense que dans ma façon d'exercer, c'est ce qui me permet d'être heureux dans mon activité. J'arrive à être épanoui dans mon métier et pas traîner les pieds pour venir bosser parce que c'est un métier qui est varié. C'est un métier où je croise beaucoup de gens et je suis assez social, pour ça j'aime bien. Donc le contact avec les propriétaires et avec les animaux est très varié et très nombreux, ça se passe très bien. Et après, éthiquement parlant, ma façon de travailler est peut-être pas forcément la même que tout le monde et du coup, voilà, j'ai jamais bossé, j'ai eu la chance d'avoir des cliniques où je travaillais avant en tant que salarié où ça se passait bien aussi, mais je ne trouvais pas mon parti. Et c'est depuis que je suis à mon compte que vraiment je m'éclate. Ça a été difficile au début parce que créer tout seul, c'est pas évident. Et puis maintenant, je gagne bien ma vie parce que la clinique fonctionne bien. Mais pour être honnête, oui, je pourrais 100 fois mieux gagner ma vie. Si je faisais des vraies facturations, si je faisais du vrai fonctionnement comme la plupart des cliniques sont en train de se mettre à travailler, parce que maintenant c'est un peu ça, la plupart des cliniques sont même avec des gestionnaires de rentabilité, des formations de marketing de rentabilité, etc. Tout ce que j'exècre, et donc du coup je ne me vois pas bosser comme ça, et du coup j'arrive à exercer comme ça, éthiquement parlant, parce que c'est important. Jamais refusé quelqu'un parce qu'il ne pouvait pas payer, par exemple.
Ça, c'est une des politiques de la maison. On fait toujours les frais minimums. On va toujours, ne serait-ce qu'aider les soins minimaux pour une personne, parce qu'on ne va jamais laisser quelqu'un dans la détresse non plus. Après, c'est sûr qu'il y a des coûts de fonctionnement, surtout maintenant que la clinique a grossi, il y a un coût de fonctionnement qui devient assez énorme. Donc on est obligé de parler un peu de rentabilité, mais ce n'est pas la priorité, en tout cas, dans le fonctionnement ici. C'est ce qui, je pense, permet qu'on soit un peu plus heureux, et je pense que ça se ressent. Carrément. Alors, on va passer un peu du côté obscur. Si je te dis effondrement de notre civilisation, qu'est-ce que ça t'évoque? Un avenir proche. Un avenir proche. Alors en gros, on va parler un peu plus de moi parce que justement, ça fait quelques années justement que ça devient de plus en plus une ombre qui était avant une ombre lointaine, menaçante et qui se concrétise, je trouve, de plus en plus. Et qui fait que j'ai beaucoup changé ma vision de l'avenir et mes perspectives d'avenir surtout. L'effondrement, si on veut une vision plus globale, je la vois à la fois climatique, on n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment, de toute façon on est en pleine démonstration là-dessus, ça fait des années qu'on voit bien que ça évolue, économique parce que ça ne peut plus durer éternellement le système actuel tel qu'il est, ça c'est clair, social parce que ça va être une crise sociale derrière, je pense que l'effondrement il sera global, il ne va pas être juste sur certains points, ça peut pas être juste économique, ça peut pas être juste de la pollution avec les plastiques dont on parle, tout va se recouper et quand j'y pense plus concrètement, j'ai un peu peur de ça. En tant que vétérinaire, est-ce qu'il y a des phénomènes, toi, qui t'inquiètent particulièrement? En veto, alors concrètement dans mon activité, ce qu'on voit de plus en plus, c'est tout ce qui est les évolutions liées au changement de climat, qui se retentissent beaucoup sur les animaux, donc au niveau parasitaire déjà, rien que ça, mais les flambées parasitaires qu'on a de plus en plus en l'espace de 20 ans, il y a une évolution phénoménale, on a des maladies qui n'existaient avant qu'en Italie, en Sardaigne, qui maintenant vont jusqu'au milieu de la France, parce qu'il y a des moustiques qui ne pouvaient pas s'implanter avant. Le réchauffement climatique fait que les phlébotomes, on va en parler d'eux, ces moustiques-là, d'année en année, ils montent 50 à 100 km sur le front. Donc d'ici quelques années, par exemple, le bassin parisien sera touché par les phlébotomes, donc par la leishmaniose, qui à la base était une maladie atypique dans le coin, puisque c'était des gens qui allaient en vacances avec leurs chiens en Sardaigne qui revenaient avec la maladie. Donc concrètement, c'est des exemples comme ça qui montrent qu'il y a des évolutions qui changent du coup sur ça. Après, niveau maladie, oui, ici, je pense que, après c'est un autre débat, mais je pense qu'entre l'alimentation, la pollution, tout ce qu'on respire, tout ce qui est métaux lourds, choses comme ça, il n'y a jamais eu autant de problèmes d'allergie, il n'y a jamais eu autant de problèmes de cancer, de tumeurs précoces, d'atteinte lymphoïde, donc du système immunitaire, sur les animaux, moi je trouve, depuis que je pratique. C'est quelque chose qui s'est développé vraiment beaucoup en l'espace de 20 ans d'exercice. Et pas seulement une question de diagnostic, parce que c'est souvent la réponse qu'on entend même en médecine, c'est que on diagnostique mieux, donc c'est pour ça. Moi, je trouve qu'il y en a plus. Et franchement, c'est pas une question de diagnostic, c'est vraiment une question de constatation médicale. Il n'y a pas d'études là-dessus, parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a tellement d'interactions entre ce que les animaux mangent, les interactions de pollution avec leur maître, voilà, avant on trouvait ça anecdotique d'avoir un chat qui avait des tumeurs au poumon parce que le maître était gros fumeur, maintenant ils n'ont même plus besoin d'avoir un gros fumeur à la maison pour avoir ce genre de pathologie. Donc, est-ce que tu auras un scénario noir à nous décrire, quelque chose que tu redoutes vraiment de ton environnement proche très prochainement? Dans l'environnement proche, moi, le plus gros du scénario et ce qui me fait le plus peur, ça fait toujours bondir à ma femme quand je dis ça, c'est les gens. Moi, franchement, c'est le cas d'effondrement, c'est le facteur humain qui me fait le plus peur. Le facteur climatique,
l'homme est capable, comme l'animal, comme la nature, on voit qu'on est capable d'adaptation, on a pourri la planète avec le réchauffement climatique, mais même s'il y a des réchauffements, des inondations, etc., on est toujours plus ou moins capable de s'adapter. C'est juste les réactions de ces gens-là, des gens dans ces cas-là. Je pense que malheureusement, s'il y a vraiment un effondrement important et qui se fait brutalement, je ne vois pas de scénario de cohésion. Je vois plus un scénario d'égoïsme et de... Il n'y a qu'à voir quand ils veulent du Nutella en promotion, ce qu'ils sont capables de faire, de voir les comportements humains lors d'un Black Friday pour des produits de consommation qui sont complètement superficiels. Donc le jour où il y aura des produits de première nécessité, qui aura vraiment besoin de se nourrir, besoin de sauvegarder sa famille, moi j'ai vraiment peur des réactions des gens, parce que je pense que les gens sont capables d'aller vraiment très très loin pour penser à eux, et qu'ils verront que sur des échelles à courte échéance, et pas de vision au long cours, parce que ça, effectivement, je suis d'accord avec ma femme là-dessus, il n'y a que la cohésion et l'entraide qui permettront d'aller au long cours, mais malheureusement, je pense sincèrement qu'en cas de gros effondrement catastrophique, donc, qui sera à mon avis sur des politiques migratoires qui vont avoir des territoires qui vont être de moins en moins habitables, des migrations de population, les montées des extrémismes. C'est ça qui me fait le plus peur. C'est pas tellement encore l'évolution climatique, c'est les conséquences que ça en a. C'est que quand on a qu'à voir les comportements des gens face aux migrants, qui sont des gens qui ont tout perdu chez eux, justement la plupart du temps à cause des politiques européennes, que ce soit écologiques ou économiques. Donc c'est des gens qui sont obligés de fuir leur pays, qui n'ont plus rien du tout. Comment ils sont accueillis ici, le jour où ces migrations vont être de plus en plus importantes parce que les qualités de vie seront impossibles ailleurs, les gens sont prêts à s'entretuer pour garder leur lopin de terre soi-disant qu'ils méritent, quoi. Donc c'est ça, l'effondrement qui me fait peur, c'est le comportement humain. C'est vraiment ça. Et où est-ce que tu te places dans ce scénario? Où est-ce que tu te vois? C'est un peu le truc qu'on a choisi justement, nous, c'est de dire on part déjà des zones un peu trop urbaines, parce que le problème de l'urbain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont inaptes à se débrouiller. Forcément. Oui, le problème c'est que voilà, c'est des gens qui sont déconnectés des besoins de nourriture. Pour eux, ils travaillent pour avoir de l'argent, pour pouvoir aller travailler. Il n'y a plus de concret. Ils ont perdu le contact avec, c'est un peu basique de dire ça, mais avec la nature, au fait de se nourrir. Pour eux, des légumes, c'est un supermarché enroulé dans un plastique, quoi. Ça leur vient pas à l'idée qu'on puisse faire pousser des choses ou chasser pour avoir de la chose. Pour eux, le poulet, il arrive épluché tout près dans une barquette. Ça ne ramènera pas l'idée qu'il faut éventuellement lui couper la tête si on veut le manger. Donc je me dis que les milieux urbains sont là que ça va être le plus compliqué parce que c'est ces gens-là qui vont être les plus inaptes à survivre, qui vont être les plus terribles à mon avis à gérer. Donc je pense que en cas d'effondrement comme ça, je risque de partir dans le fin fond de la montagne, le fin fond de l'Arzac, le fin fond de la Bretagne, isolé au milieu de la campagne pour essayer de retrouver un semblant d'autonomie, de reconstruire quelque chose. Je pense qu'en cas d'effondrement, moi je me vois en recherche d'autonomie complète. C'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, mais voilà. Et ton métier, comment tu le vois dans tout ça? Mon métier, je pense que soigner le chien et le chat, à mon avis, sera quelque chose de particulièrement inutile et futile. Voilà. D'où un peu ce que je redis de soigner les grands animaux, parce que, faut penser à ça, c'est que comme à l'époque, quand on revient 200 ans en arrière, avoir une vache dans une ferme, c'est ce qui permettait de faire vivre la ferme. C'est que la vache, elle fournissait du lait une fois qu'elle avait fait un veau. Le veau, soit on le mangeait, soit on le revendait. La vache, elle servait à labourer, elle servait à transporter, les chevaux aussi. Donc ça va devenir une première nécessité de savoir s'occuper de ces animaux-là. Et après, dans le scénario le plus catastrophique du plus catastrophique, je pense que d'avoir des compétences médicales qui peuvent se transposer très facilement à l'humain, des compétences chirurgicales, ça peut quand même être utile. C'est clair. Donc, c'est un peu les scénarios à Walking Dead, mais si on veut faire très très caricatural. Mais je pense que dans le cas de grosses crises, les médecins vont être tellement submergés, débordés, et puis certains médecins tellement habitués à être formatés, à fonctionner hôpital, antibiotiques, que des gens comme les vétérinaires qui ont l'habitude comme si de gérer un peu les mains dans le cambouis, on fait de la médecine de guerre, de la chirurgie de guerre des fois, ça peut être malheureusement quelque chose d'utile, comme des urgentistes. Du coup, tu es en train de quitter la région parisienne en ce moment? En fait, je suis en train de faire une transition douce, on va dire. Ouais.
contrairement à ce que je pense de ce qui se passe en ce moment de la société, qui est un peu en train de s'effondrer rapidement. Transition douce dans le sens où d'autant plus pour ce qu'on disait tout à l'heure, où je travaille pas pour gagner de l'argent, je travaille pour vivre, c'est suffisant. Et du coup, j'ai baissé mon rythme de travail pour pouvoir avoir du temps pour moi et de construire justement ce que j'espère être après un endroit agréable et autonome à la campagne, complètement isolé, en pleine campagne, en Bretagne, pas très loin de la mer, où du coup je suis dans une maison où on est en train de faire un grand potager de 300 mètres carrés. On a commencé à planter des fruitiers, on envisage de faire venir des animaux l'année prochaine. Donc c'est un projet au long cours, hein, mais qui nous tenait à cœur depuis quelques années avec ma femme et qu'on a enfin réussi à concrétiser depuis quelques mois. Ça fait 6 mois qu'on a commencé à passer plus concret. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet, ça fait 3-4 ans qu'on est déjà à se travailler sur la permaculture, sur l'agriculture, l'agroécologie, on va dire. Parce que permaculture, ça nécessite tout un contexte qu'on n'a pas encore, mais au moins déjà sur l'agriculture biologique autonome, déjà, le but, ce serait que dans 4-5 ans, on soit autonome alimentairement. Ouais. Donc déjà, rien que l'autonomie alimentaire, c'est énorme. Donc, ça fait partie des critères que vous avez... Ouais, on a recherché, en fait, notre premier critère, c'était de trouver une terre cultivable, suffisamment grande pour qu'on puisse avoir de l'extension possible pour mettre des animaux, une forêt nourricière avec des arbres fruitiers, avec une zone de potager relativement proche de la maison, une maison suffisamment grande qui puisse être écologique et autonome. Donc on est tombé un peu par hasard sur une maison, alors qu'on pensait construire la maison, mais on est tombé un peu par hasard sur quelque chose qui remplissait énormément de critères, une grande longère qui est en chauffage à l'heure actuelle en géothermie, donc j'ai plus qu'à travailler sur les panneaux solaires pour avoir l'autonomie électrique qui fait fonctionner les pompes et que ça sera bien. Il y a 2 puits sur le terrain, il y a 9500 mètres carrés de terrain, donc il y a ce qu'il faut. La terre est assez de bonne qualité, il y a un petit problème de drainage d'eau, mais c'est rien qui puisse pas se régler ou en tout cas essayer de se contourner. On a la chance maintenant d'avoir tellement de connaissances scientifiques à disponibilité que c'est plus l'agriculture d'il y a 400 ans où il fallait essayer, on voyait que ça marchait pas et puis on mourait de faim. Donc là, on a quand même énormément de solutions, donc on est sur ce projet-là. Donc, première plantation là, qui commence au printemps et puis on verra comment ça produit. Vous êtes plusieurs déjà sur le... Avec mon épouse, c'est tout pour l'instant. Ouais. Ah ouais. On a un groupe, en fait, pour l'instant, on a un gars qui est juste il est pas loin de Brest, lui qui est un formateur en permaculture, qui est venu 2 fois déjà à la maison pour qu'on trace un petit peu déjà le grand projet d'aménagement du terrain, parce que c'est pas évident, déjà venir connaître le terrain, savoir un peu les vents, tout ce qui est fourniture d'eau un petit peu, voir un peu l'évolution sur l'année. Donc là on a déjà lancé un peu le gros projet, le but étant normalement à partir de au mieux cet été, mais je pense plus à mon avis automne prochain, commencer des groupes de permaculture là-bas, de formation. On fera venir les gens comme ça se fait beaucoup, hein, c'est-à-dire de faire venir, lui le faire venir en formateur, nous on fournit le terrain, et puis le but étant de former au maximum les gens à gagner l'autonomie en travaillant sur le terrain en concret, parce que c'est bien beau de voir une vidéo sur internet ou de lire un bouquin, il n'y a rien de mieux que d'avoir les mains dans la terre à gratter pour creuser, quoi. C'est comme ça qu'on apprend le mieux et c'est comme ça qu'on retient le mieux. Donc, ouais. Tout ce qui est. On avait déjà fait plusieurs dans le coin. Déjà, en 77, il y en a pas mal de groupes qui sont assez actifs. Donc c'était pas mal. J'avais amené mes mêmes connaissances en menuiserie et eux ils m'avaient donné des connaissances en agriculture et puis c'était sympa, quoi. C'est des journées d'échange qui sont super intéressantes. Effectivement, et c'est le but à terme, c'est que la maison arrive à être, comme on l'a appelé, le domaine éco-santé. On pensait là-dessus parce que basé sur la santé avec Fanny qui est chiropracteur, sur la santé en général pour tous les conseils qu'on peut donner, et éco c'était à la fois écologique, économique, au sens où le but c'est produire sa bouffe, c'est écologique et en plus c'est économique. Une fois qu'on a commencé à lancer, c'est pas photo. Et puis on découvre je suis incapable de manger des légumes de supermarché maintenant.
Déjà, on mange de saison, ça fait quelques années qu'on mange de saison, mais je vois, ça me fait bondir quand je vois les tomates dans les rayons en ce moment, qui sont insipides, qui ont rien d'une tomate. Donc, des tomates, on en mange sur les plus précoces, on va dire, genre sur les formes très précoces qu'on a, qui ne sont pas les meilleures, mais voilà. Jusqu'à cette année, ça ne durait plus longtemps, on a réussi à en avoir jusqu'à quasiment fin septembre. Les tomates, et puis on a fait des bocaux, voilà, donc on a réappris à faire des bocaux. Les savoirs entre guillemets qui se font plus, quoi, mais voilà, c'est que tu te dis, bah, il y a le congélateur, ouais, mais c'est plus d'électricité, et puis un congélateur ça consomme, donc tu fais des bocaux. Donc tu vois, c'est des tonnes de petites choses comme ça, et puis ça fait des masses de choses à apprendre, ça prend du temps, mais c'est hyper valorisant, quoi. Hyper valorisant. Et tu as eu un déclic particulier qui t'a dit là c'est bon, maintenant je commence mon projet, je pars. Ouais, la rencontre avec Fanny. La rencontre, non mais c'est en gros, j'étais plus ou moins avant dans un système où je bossais beaucoup ici, je me disais il faudrait que je fasse quelque chose, et puis jamais le temps, je bosse 6 jours sur 7, et puis tu rentres le soir, tu commences à lire un bouquin, et puis voilà, t'arrêtes, et puis en fait c'est le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide à sortir de la tête du guidon, de regarder un petit peu avec un tout petit peu de recul, et au lieu de râler bêtement sur la société comme je faisais avant en disant la société de con de consommation, regardez-moi ça, tous ces andouilles qui vont au supermarché, etc. Bah, tu te dis ouais mais qu'est-ce que je peux faire en fait à la base, et puis en réfléchissant un petit peu, le déclic, les choses qui m'ont le plus marqué, si il y a une vidéo qui m'avait vachement marqué, c'est un petit dessin animé mais c'est pas si vieux que ça. Sur les rats, Happiness. Ah oui, c'est un court-métrage. Ouais, un tout petit court-métrage de dessin animé. Ouais, très parlant. Et en fait, voilà, mais quand tu vois ce truc-là, et tu te dis, le seul moment où tu vois la verdure, c'est quand il est défoncé au cachet, en fait, et c'est tout un truc, mais ça résume tellement tout, quoi. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, d'être détaché de la nature, détaché du concret, d'être hors sol, les gens courent après du bonheur qu'ils ont pas si difficilement à portée de main, mais on leur fait miroiter d'autres formes de bonheur qui vont suivre bêtement. Et du coup, c'est le fait d'avoir vu ça, et puis je me suis dit, avec du recul, j'ai du mal à rentrer dans un centre commercial maintenant. C'est malaisant. Là, j'y suis allé pour les fêtes parce qu'il fallait que j'aille acheter un truc pour ma fille pour Noël, bien évidemment. Comme un con. On a fait les trois quarts des cadeaux, on les a fait nous-mêmes. Donc ça, c'était sympa. Ou alors sinon après c'était de l'occasion. On a acheté sur le marketplace, ça comme des réseaux sociaux. Mais sur le marketplace tu recycles des trucs, des fois j'achète des trucs neufs qui sont au tiers de leur prix, c'est délirant. Bah, toute la maison on est en train de la meubler avec que du marketplace ou des meubles que je fabrique. Et du coup je rentre dans le centre commercial et je vois une caddie bondée partout, etc. Mais ça me... Les courses, je vais la faire à côté, je vais partie de ce qu'on a, au pire on va chez Biocop, c'est le plus gros supermarché. Les rares fois où je vais mettre pour une raison ou pour une autre les pieds à Carrefour, quand je vois maintenant où la grande mode c'est mais c'est surtout la mode du bio, ça me fait bondir. C'est que le bio est rentré dans une mode, mais même pas parce que tu as tes trucs bio sous plastique, quoi. Et puis les gens sont contents d'acheter je suis caricaturé, mais j'ai acheté un avocat bio, il vient de Nouvelle-Zélande. Ouais, mange pas d'avocat, si tu veux manger, mange local, et mange pas un avocat bio qui arrive de Nouvelle-Zélande. Après, va pas pleurer sur l'Australie qui brûle alors que tu viens de faire 8000 km à ton avocat pour juste te faire un petit plaisir dans ton assiette le soir, quoi. C'est tout ça qui fait que j'ai de plus en plus de mal à me détacher quand je rentre dans un endroit comme ça. C'est malaisant. Donc le déclic, je sais pas si ça a été aussi brutal, c'est peut-être plus progressif, et je le reconnais, moi, le début, j'ai été élevé, je suis né en 72, et j'ai grandi dans les années 80, youpi, vive la surconsommation, quoi. C'est le pire, non? Ma mère est encore comme ça, ma mère, j'arrive pas à la faire changer. Pourtant, elle n'a pas connu ça, elle est née à la fin de la guerre, elle a connu différentes choses, mais on leur a tellement bourré le crâne avec cette société de consommation, cette disponibilité, tout, que c'est inscrit maintenant dans son fonctionnement, elle n'arrive pas à revenir en arrière. Mon grand-père n'était pas comme ça, mais ma mère est complètement inscrite là-dedans et elle ne comprend pas qu'on ait ce raisonnement-là. C'est difficile de faire changer les gens qui sont rentrés dans ce système-là maintenant, c'est compliqué de leur faire prendre du recul. Comme une marche arrière qui n'est pas possible. Oui, mais c'est ça. Mon grand-père, il l'avait fait complètement, lui, avant son décès, mais
Ouais, c'est pareil, il était en 23, il vivait sur un plateau d'Avron avant, bon, il est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, mais quand on en parlait, il était retourné à la campagne, il vivait dans sa ferme, il faisait pousser des trucs, il allait un peu au supermarché, mais il disait ouais bon pour la viande, et encore c'est pas de la super viande, c'est plus la viande d'avant. Il avait déjà une notion là-dessus, tu vois, donc c'était... Tu n'as pas du t'habituer. Que ma mère qui continue d'aller bouffer du poulet grillé de chez Carrefour ou du charal, quoi. Et elle comprend pas que moi je commande un bœuf en herbe, les rares bœufs que je mange, ou que ça soit quand il y a un abattage uniquement à la ferme, et que sinon j'en mange pas, quoi. Et ça elle le comprend pas. C'est compliqué. Donc le déclic il s'est fait, enfin c'est pas un déclic, ça s'est fait progressivement effectivement je pense. On va revenir vite fait sur les animaux de compagnie. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on les soigne? Comment on les nourrit? Dans l'avenir proche. Compliqué parce que l'animal est devenu, on va dire, presque le contact des gens hors sol. Comme pour reprendre l'expression que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui vivent complètement déconnectés de tout et le seul lien quelque part qui leur reste plus ou moins, on va dire, c'est presque leur animal de compagnie dans lequel ils mettent énormément de choses, quitte à en mettre beaucoup trop dedans, quoi. Effectivement, donc après, beaucoup de gens moi, qui sont prêts à beaucoup de choses pour l'animal de compagnie quand même, hein, de toute façon, quitte à se sacrifier, à manger pour eux, etc. La nourriture, ça c'est le grand débat. La nourriture des animaux de compagnie, parce que si on commence à arriver sur un stade où effectivement il y a des pénuries, des restrictions, des choses comme ça, dans le cas le plus catastrophique, de toute façon ils vont refaire comme ils ont fait normalement à la base quand ils sont devenus animaux de compagnie, c'est-à-dire qu'ils mangent les restes. Hein. À la base, le chien il suivait l'humain et il mangeait les restes. C'était le chasseur-cueilleur, il l'a utilisé pour la chasse, et le chien, c'est la grande mode de dire maintenant le chien ne mange pas de céréales. En attendant, avant, le chien il a toujours mangé les restes des humains, donc ça fait des milliers d'années qu'il mange les céréales. Il mange peut-être pas les mêmes céréales qu'il y a 1000 ou 2000 ans, ça c'est un autre débat sur la qualité des céréales et des OGM, mais en tout cas, le chien à la base il mangeait ça. Le chat c'est un carnivore, pourquoi le chat il suivait l'humain? Parce qu'il débarrassait des souris qui bouffaient les récoltes, hein, tout simplement. Donc les souris on n'en manque pas. Hein. Un chat que tu nourris pas, il va chasser. C'est juste qu'il n'est pas fait pour vivre dans un studio ou un appartement de 15 mètres carrés sans sortir quand il n'est pas nourri. Donc il faudra se reposer sa question vraiment de la place. Est-ce que c'est judicieux d'avoir des animaux en ville, en milieu vraiment urbain pur, si effectivement on est sur des stades comme ça? Bien évidemment, là je pense pas. Et pour ce qui est du chien, il est capable d'adaptation de beaucoup. Alors après on parle de la pet food, de donner de l'alimentation. Il y a des recherches qui se font en ce moment, on en parlait l'autre fois sur les alimentations, les croquettes pour chats à la base d'insectes qui commencent à arriver. C'est très bien parce que ça permet de limiter un peu les consommations de protéines animales de grands animaux et on sait que ça va être un problème de plus en plus important ça. Est-ce que c'est viable à long terme? Je pense pas. Je pense que si effectivement on est dans une théorie d'effondrement, une théorie qui va être catastrophique, entre guillemets, les soins des animaux seront à minima. Il ne faudra pas rêver. Maintenant, ça relèvera aussi du sanitaire par rapport à certaines maladies transmissibles, que ce soit la rage, que ce soit d'autres maladies où il faudra quand même faire attention. Donc là, il y a beaucoup d'animaux de compagnie parce qu'ils sont aussi surnourris, on favorise leur surreproduction dans un contexte différent. Je ne vois pas comment des élevages d'animaux pourront être pérennes. Est-ce que les animaux seront laissés à l'abandon ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas de vision aussi catastrophique que ça, je t'avoue. Mais sur l'avenir, je pense que c'est aussi pour ça que je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien me recentrer un peu aussi sur les grands animaux et pas perdre un peu ces compétences que j'avais et que j'ai un peu perdues avec le temps, quoi. Qui sont pas si compliquées que ça à réacquérir. On me replonge un peu dans les bouquins et puis c'est tout, quoi. Mais effectivement, je pense que l'animal de compagnie, si on est vraiment dans une théorie d'effondrement et d'évolution, il risque un peu plus de se diriger vers du mini-ferme dans les grandes maisons que juste du chien et du chat, quoi. Le chien il servira à défendre des éventuels prédateurs ou des choses comme ça. Le chat à se délimiter les souris et puis à protéger après les poules, les chèvres et autres que tu pourras avoir, quoi. C'est déjà ça. Oui. Bon, mais voilà, pas non plus dans une théorie, il
dans beaucoup de choses. Hein. Après, t'as des civilisations qui n'auront aucun mal à les éradiquer pour éviter que ça se fasse de la surconsommation, ou à les manger si c'est des... Regarde ce qui se passe dans certains pays asiatiques. Hein. Le chien est un produit de consommation aussi. Hein. Donc, qui sait? Est-ce que tu parles de ces sujets avec ta famille, tes amis, tes patients, et comment ils réagissent? Mes amis, oui. Ça, oui, régulièrement. Ça, ouais, on a... j'ai... Déjà, c'est parce qu'on essaye d'en convaincre petit à petit par des petits gestes. C'est des choses toutes bêtes, mais quand on fait un barbecue, on leur montre d'où ça vient, etc. On met des produits véganes dans le barbecue, on met des produits où c'est de la viande éthique et on leur explique pourquoi on mange ça et pourquoi on n'est pas allé acheter une barquette de chipot toute prête au supermarché. C'est des petites choses au quotidien qui font que ça touche, je pense. La famille, tout le monde n'est pas capable de l'entendre, en tout cas, c'est souvent le cas. C'est plus facile de parler avec des amis que de parler avec sa famille, je trouve. En gros, nous, notre projet de s'éloigner, on est un peu pris comme des yeux barbus. J'ai toute une partie de ma famille qui m'ont pris pour un excentrique, que je cachais tout, que je plaquais tout pour partir. Limite un hippie 68 arts, quoi. En gros, c'est le gros cliché, hein, parce que c'est ça maintenant, hein, quand t'as des discours un peu qui sortent du train-train habituel, il faut bosser pour sa retraite et t'en profiteras quand t'auras ta retraite. Ma retraite, regarde mon père, il est mort avant sa retraite, hein, super, hein, donc j'ai pas envie de faire pareil, hein, de toute façon, je vais pas attendre pour une retraite, que je toucherai pas, ou deux, parce que je serai mort avant, donc voilà, l'évolution de la vie, il faut que ça se prend en main au quotidien et en fonction de tout ça, donc la famille suit pas très bien, les clients peu, parce que c'est plus quand je sais que j'ai une oreille en face, c'est quand je vois, je lance des perches, généralement, je fais toujours des allusions, plein de choses, et puis quand je vois qu'il y a un répondant, on lance souvent des discussions là-dessus. Mais c'est pas, je trouve de plus en plus de gens sont ouverts à ces genres de discussions, mais c'est pas systématique. C'est pas tout le monde, ça c'est clair. Tu dirais que c'est une forme de déni de ce qui se passe? Mais c'est une peur, je pense. Ouais. Je pense que la plupart, on le voit sur les amis proches, on commence à vraiment en parler. On le voit bien, c'est que quand on leur dit qu'il faudrait changer, etc., c'est la façon de nier ce qui se passe, entre guillemets, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est mal barré, que c'est en train de s'effondrer, mais nous ici, en tout cas dans la pièce, mais quand on parle aux d'autres gens qui te regardent de travers en disant non, c'est n'importe quoi, il y a toujours eu des réchauffements climatiques sur la planète, c'est qu'une crise parmi tant d'autres, des crises financières, il y en a toujours eu, et c'est ça. Et ce déni-là, c'est surtout une peur, parce que je pense que, comme on parlait tout à l'heure, il y en a plein qui se rendent compte que si effectivement ça finit par aller en effondrement complet, ils vont faire quoi ? Ils savent pas quoi faire. J'ai des très bons potes, pourtant c'est très très bons potes, hein. Ils sont comptables ou informaticiens, quoi. Ils savent rien faire d'autre, ils savent même pas bricoler, quoi. Donc c'est bien, mais si du jour au lendemain, va être informaticien si t'as plus d'électricité, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça le problème, c'est que on en revient à tous ces gens qui sont un peu déconnectés, un peu de... Moi, ce que j'appelle les essentiels, et qu'on a malheureusement tendance à perdre un peu dans la société, quoi. Est-ce que tu soutiens la grève générale et quel impact a-t-elle sur ton quotidien? Alors, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Dans le sens où je repensais à un truc, à une interview de l'astrophysicien, comment il s'appelle, Aurélien Barraud. J'allais dire Sébastien, ça allait pas. Aurélien Barraud qui disait, à un moment il y avait un truc où il disait, mais on a les politiques qu'on a élus et on a les politiques qu'on mérite. Et je pense qu'effectivement, ce qui me pose problème, je ne fais pas que des amis quand je parle de ça, passons. Ce qui me pose problème dans la grève en ce moment, c'est que c'est pas une grève générale dans une vision de changement, dans une vision de s'adapter à ce qui se passe et d'essayer d'avoir une cohésion sociale globale. C'est ce qui est soi-disant prétendu. Moi, ce que j'en ressens, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que chacun défend ses petits intérêts et
je peux pas dire avantage, parce que c'est bien difficile de dire des avantages, mais en tout cas, chacun défend sa propre situation. Donc tout le monde fait la grève parce que chacun a des problèmes dans sa situation. Mais comme les avocats peuvent faire problème, comme les vétos pourraient faire grève, parce que chaque métier, chaque corporation en ce moment a ses problèmes. Et le problème de cette grève, je pense qu'elle est, tout ce qui se passe en ce moment, c'est sur de faux prétextes, et qu'on n'est pas vraiment dans le fond de ce qu'il faudrait faire. C'est vu par le prisme du métier. Mais clairement, c'est que quand tu regardes par exemple la SNCF qui met en avant la pénibilité du travail et qu'ils ont le droit à avoir leur retraite, que les anciens cheminots ont fait grève à l'époque pour mériter. Alors on n'est plus dans la même époque, et eux, quand on regarde la pénibilité, je ne dis pas que leur métier n'est pas pénible, loin de là. Je dis juste que moi où je suis maintenant, les amis qu'on a à côté, très bons amis qui sont agriculteurs, Charles là, qui est à la retraite, il touche 740 € par mois, il a bossé toute sa vie, à 80 heures par semaine, il s'est jamais plaint de sa vie, il est ruiné, il a le dos en vrac, et on l'entend pas. Et c'est eux qui nous ont nourris, entre guillemets, c'est eux qui font des vaches, ils faisaient des vaches. Donc la traite c'est 7 jours sur 7, matin et soir. Donc tu es à 6h30 à la traite, le soir tu es à 18h30 à la traite, il a fait ça toute sa vie, on lui donne 740 €, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse grève? Il ne peut pas faire grève. Et on entend parler qui bloque, c'est la SNCF parce qu'ils ont le pouvoir de bloquer. Pour en revenir à la SNCF, les profs, ils ont un métier qui est difficile parce que les étudiants, etc. Et à côté de ça, les gens vont dire « Ouais, mais les profs, ils ont 4 mois de vacances par an, qu'est-ce qu'ils viennent se plaindre ?» Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où on souffre de la comparaison systématiquement. Et c'est pour ça que je suis pessimiste, moi, sur les gens, parce que chacun passe son temps à jalouser et à comparer ce qu'il y a chez le voisin, au lieu d'analyser les vrais problèmes de fond. C'est-à-dire que les vrais problèmes de fond, ce qu'il faudrait, c'est vraiment voir effectivement qu'est-ce qui pose problème dans le fonctionnement global, et pas sur chaque corporation. Là, le système des retraites, à la rigueur qu'il le fasse sauter, il est pourri ce système de retraite, on le sait, tout le monde le sait. Macron, il a été élu, le premier truc qu'il avait dit, c'est si je suis élu, on change les retraites. C'est un projet qui est dans les clous depuis 10 ans, c'est juste que personne n'avait eu, entre guillemets, les baloches d'oser se lancer. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qu'il fait, loin de là, parce que, on va morfler, hein. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que de toute façon, comme tu dis, on est dans un système d'effondrement de toute façon. C'est-à-dire miser sur sa retraite à 64 ans ou 68 ans, mais rêvez pas les mecs, il n'y en aura pas. De toute façon, ceux qui font grève qui ont 30 ans en disant non, on n'aura pas notre retraite dans 34 ans, on la veut dans 32 ans. Mais réalisez avant que dans 32 ans, il n'y aura pas de retraite. C'est-à-dire vous faites une grève pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que le problème, ça serait une grève pour dire il faut changer le système écologique. Les décisions, les trucs du gouvernement qui nous disent on va vous interdire les plastiques jetables, 2040 c'est interdit. 2040, on est en 2020. Et c'est ça que vous appelez des décisions, quoi. Moi, cet été, j'étais effaré. On était au mois de juin, avec tous les soucis qu'il y avait, les problèmes de canicule, etc. La ministre de l'écologie, sur quoi elle passait, et elle avait dit qu'elle a rentré, ce serait son dossier prioritaire, la régulation des trottinettes électriques. Ministre de l'écologie. Et ça, son premier dossier, c'était la régulation des mobilettes. Est-ce qu'il faut mettre pour les trottinettes électriques un casque ou pas? Est-ce qu'on doit leur limiter la vitesse? Moi, ça me rend fou quand on se dit des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est ça les décisions du ministre de l'écologie, et les gens sont ouais, c'est bien, avant elle était ministre des Transports, comme ça au moins elle connaît le dossier. Mais qu'elle reste dans les transports dans ces cas-là. On parle d'écologie, on parle d'effondrement. On est en train de dire que la planète, le plus de degrés, on va y arriver 10 ans plus tôt que ce qui était prévu initialement par les experts en climatologie. Et ils s'en sont à réguler la vitesse des trottinettes. Et les gens font grève parce qu'on leur dit votre retraite, dans 30 ans, ça va être 2 ans de plus. Après, est-ce que tu ne penses pas que le fait que la grève dure, en tout cas pour l'instant elle dure, que ça ne va pas enclencher un processus un peu comme il y a eu avec les Gilets jaunes, qui au début étaient contre juste la taxe sur l'essence, et après, comme il n'y a pas eu de réponse du gouvernement, ça a enchaîné sur toute une demande beaucoup plus poussée, on est allé jusqu'au RIC. Et d'autres est-ce que les débuts des grèves ont gêné les fêtes de Noël et la surconsommation? Est-ce que le début des grèves ont gêné le Black Friday? Non, les gens ont consommé sur Amazon au lieu de se dire il y a un problème, on ne va pas consommer pour la Black Friday. Les ventes ont explosé sur Amazon. Pour Noël, c'est pareil, Amazon a explosé. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait une prise de conscience des gens qui
je vais être très pessimiste encore une fois, ne viendra pas tant qu'ils ne seront pas là, le mur. Tant que le mur est là, il se dit j'ai encore un peu de place, je peux encore avancer. Ça va, ça passe. Mais en gros, les gens... Le problème, c'est que je pense que... Après, voilà, c'est un gros souci, mais je pense que les gens n'ont pas ni la force, ni le courage, ni l'envie de changer. Et qu'ils attendent que quelqu'un le fasse pour eux. Sauf que quand quelqu'un essaye de le faire, ils ne sont pas d'accord parce que ça touche à leur confort. Et que le jour où les gens vont comprendre que il va falloir diminuer son confort si on veut trouver une solution, là on pourra avancer. Et je pense que même avec cette grève, là franchement, moi ce que j'entends dire, c'est que les gens râlent de la grève et ils ne sont pas d'accord avec la grève. C'est que la plupart de ceux que j'entends, ils continuent d'aller bosser, ils continuent de galérer pour aller bosser. Mon pote qui bosse à Vincennes, donc pas loin, il prend le RER tous les jours, il met 1h30 pour avoir son RER régulièrement le soir. C'est-à-dire qu'il est sur le quai, il attend 1h30 qu'il y ait un RER qui passe, comme il n'en avait plus beaucoup, qu'il y ait de la place pour qu'il puisse monter. Mais il ne se pose pas de question de savoir, dans le fond, pourquoi il va bosser, etc. Parce que c'est une souris dans son... c'est une souris dans son cercle, il tourne. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais entre guillemets, il dit qu'il n'a pas le choix, parce qu'effectivement, je pense que la société est faite de façon aussi où... Il perd une journée de rémunération. Et puis, dans le privé, t'es pas payé. Voilà, t'as pas les journées de grève, elles sont valables. Pourquoi ? C'est ce que t'entends beaucoup là dire en ce moment. Alors, t'as des grandes politiques qui sont en train d'essayer de casser un peu les mouvements de grève en disant ouais, mais c'est la faute des syndicats, eux ils ont des caisses secrètes qui leur permettent de payer, etc. Donc t'entends des hoax de partout, parce que tout le monde discrédite tout le monde, et au lieu d'avoir une cohésion, ça discrédite de tous les côtés. C'est-à-dire que les pourris privés qui gagnent leur argent, ils continuent d'aller bosser et la grève faut pas se faire. Les pourris publics, eux, ils sont payés, ils en ont rien à foutre, ils pourront pas être virés. Les pourris du gouvernement, ils s'engraissent, ils prennent aucune décision. Les pourris de patrons, ils continuent de prendre de l'argent. Les pourris de salariés, ils peuvent se mettre en arrêt comme ils veulent et ils s'en foutent parce que le patron va payer quand même. Enfin, chacun passe son temps à critiquer les uns les autres, donc je ne pense pas que ça puisse amener à quelque chose cette grève, parce que je pense que l'état d'esprit des gens, pour l'instant, est toujours centré sur eux-mêmes, sur l'égoïsme. Et c'est malheureux à dire, mais je pense que la seule chose qui pourrait faire réagir, c'est vraiment un gros souci. C'est-à-dire un vrai effondrement, mais matériel. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'il y ait une météorite qui tombe, qu'il y ait 1 mètre d'eau partout en France. C'est la seule chose qui permettrait de faire évoluer. Je pense malheureusement que tant qu'il n'y aura pas quelque chose où ils seront vraiment le nez dans le mur, ça ne pourra pas mener à quelque chose. Il n'y a qu'à voir les chiffres de tous ceux qui avaient plus ou moins des décisions écologiques ou en tout cas de préservation au niveau des élections. Peanuts, ils font rien, jamais rien. Et tu ne trouves pas de politique qui porte ce message-là. Va trouver un politique qui porte un message d'effondrement, de réaction qu'il faudrait faire. Ça ne marchera jamais, les gens vont avoir peur, de toute façon ils ne vont pas suivre. Donc là, les mouvements sociaux qu'on entend, tout le monde pourrait se plaindre. Franchement. Moi je te dis, je suis chez un métier où on n'est pas à se plaindre, franchement, parce qu'on gagne notre vie, on ne va pas se plaindre de ça. J'ai un métier que j'aime et un métier qui me fait gagner ma vie, ce qui m'a permis d'avancer jusqu'ici. Je suis loin d'être à plaindre, mais c'est pas sans peine. C'est pas sans peine, franchement. Ça fait 20 ans que je galère, je suis jamais sorti quand j'étais étudiant, j'ai passé mon temps à bosser. Pour entendre après, j'ai encore une discussion un peu houleuse avec une copine qui est prof. Qui limite me crachait au visage en me disant bah oui, forcément quand t'es véto tu peux pas comprendre qui vient de ta vie. Oui, mais moi j'ai pas bossé 20 heures par semaine en étant prof de maths à élever mes enfants je les ai pas vus moi. Je rentrais le soir tous les soirs à 20h, 20h30 pour les coucher, c'est tout. Donc il y a tellement de critères qui doivent être pris en compte plutôt que de se comparer les uns les autres, et ce qui fait que je pense que l'espèce humaine n'est pas faite pour ça. C'est une grande phrase que je sors souvent, le communisme est une idée qui est fabuleuse, mais elle marcherait tellement mieux avec les souris. Mais pas avec les humains. Les fourmis, c'est l'exemple parfait, quoi. Quoique, quand tu regardes les fourmis, c'est plus une dictature. T'as une reine mère qui balance les phéromones pour que toutes les autres elles soient castrées, comme ça elles obéissent. Ça peut être une solution, peut-être une dictature, à la rigueur, ça permettrait de faire avancer. La dictature verte. C'est ça. C'est malheureux, mais quand tu vois après les exemples qu'il y a, ça fait peur. Tu dis la Chine... c'est eux qui ont fait les plus gros progrès en écologie ces dernières années. Ces 5 dernières années, c'est eux qui ont pris les plus grosses décisions, les plus gros trucs. Alors, il faut voir comment, quoi.
Ici, on va faire un champ d'éoliennes. Vous êtes tous expropriés, cassez-vous. Allez hop, je te vire 50 000 personnes. Allez hop, boum, dehors. La centaine. Mais ça marche. C'est à se dire, est-ce que l'humain est fait pour ça? J'en sais rien. Moi, je suis pessimiste sur l'espèce humaine, mais... Qu'est-ce que tu penses de la tactique du gouvernement de fermer les yeux et de réprimer violemment? Le gouvernement, franchement, comme disait Coluche, pour tous pourris, je trouve que c'est... je vais pas dire on a un gouvernement qu'on mérite, mais je pense que l'absence de réaction qu'il y a eu toutes ces dernières années, de laisser monter les extrémismes, etc., de se laisser berner, les gens arrêtent de réfléchir par eux-mêmes, ils réfléchissent parce que TF1 leur a dit de faire ça, et je caricature à peine, de toute façon le dieu télé leur dicte les choses, maintenant c'est le dieu internet, et ce qui fait que maintenant c'est des choses comme ça qui sont arrivées, les réactions du gouvernement, franchement, moi, je trouve ça... répression policière n'ont fait que faire quoi? Remonter les gens contre la police. Donc la police, c'est tous des pourris. Les policiers, ils pensent que les manifestants, c'est tous des casseurs. Ça crée que de la haine entre les gens et on en revient toujours au même, de toute façon. Donc c'est le gouvernement, là, ils sont... C'est comme on en parlait dans la voiture encore aujourd'hui, l'histoire de l'âge pivot pour les retraites par exemple, c'est à se demander s'ils n'ont pas fait exprès de le mettre pour pouvoir après le retirer, comme c'est « Ah bon, on a fait un geste, c'est bon, le reste on peut vous le mettre bien profond ». Eux ils s'en foutent, et la retraite de toute façon, t'inquiète qu'elle est faite depuis longtemps. Donc ça ne les concerne pas, c'est-à-dire que le système politique actuel de toute façon est complètement pourri. Il n'y a pas de parti politique, il ne faut pas rêver, il faut arrêter de croire ça. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est pour tous pourris. De toute façon, ils sont tous pareils. Ils viennent tous des mêmes formations, tous des mêmes systèmes de pensée, et ils veulent tous garder le même système où ils sont privilégiés dedans, de toute façon. Donc la seule solution, c'est l'Islande. Ils ont tout foutu en l'air, ils ont viré tout le monde, ils ont refait une assemblée participative avec des élections de coups d'âme n'importe où pour arriver à remonter un gouvernement qui venait de nulle part. Ça pourrait marcher. Parce que moi, ma question d'après, du coup, justement, mais est-ce que à l'échelle de la France, tu penses que ce serait faisable? Est-ce que tu vois une forme de révolution qui se profile ou est-ce que tu nous vois plutôt continuer docilement vers l'échafaud? Moi, je pense plus, malheureusement, les moutons, là, tu vois, à la ligne qui vont à l'abattoir en disant « Ouais, c'est honteux, ouais, je me plaindrais ». Bah oui, mais tu seras mort avant. Mais je pense qu'une révolution complète, je vois une absence de réaction de la part des gens, franchement, c'est... Plus de façon... en majorité, tu parles? Ouais, sur la majorité, c'est-à-dire que tu peux pas avoir une minorité de gens qui réagissent, ils pourront pas prendre le dessus sur tout le reste, c'est pas possible, parce que l'État, s'il y en a une majorité qui commence à monter, les répressions de l'État qui veut garder son petit piédestal, c'est une monarchie établie, on est d'accord. Ils veulent garder leurs privilèges, ils veulent garder leur mainmise sur tout ce qui se passe au niveau économique, etc. Ils touchent de toute façon. Et encore, je pense que la plupart, à mon avis, des politiques sont surtout des petites marionnettes qui sont manipulées plus haut par des gros lobbies mondiaux. Ça, c'est encore un autre problème. Mais du coup, ce ne sont que des pions qui sont avancés. Ils ne pourront jamais être déstabilisés par la minorité de gens qui réalisent ce qui se passe et qui veulent changer les choses. Donc, de se dire... c'est bon. C'est pour ça que moi je ne me vois pas me lancer en politique, évidemment, c'est clair. Mais je me suis dit, changer les choses à mon échelle. Si tout le monde déjà changeait les choses à son échelle, arriver à se couper... Au niveau local. Ouais. Je pense que c'est plus les initiatives locales qu'une initiative nationale. Une initiative nationale, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'ils vont tirer le truc jusqu'au maximum pour eux, pour les mecs qui ont payé pour qu'ils soient à leur place, parce que c'est vraiment ça, grosse société, etc. Mais des exemples aberrants, t'en as tout le temps. Regarde le gars qui fait la réforme des retraites, il est obligé de démissionner parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était dans 4 comités de direction de retraite complémentaire privée. Oh, quelle surprise! J'avais pas pensé qu'il fallait que je le dise. Ben oui, c'est comme l'autre qui est responsable de Bercy, des impôts, qui dit qu'il a une phobie administrative, il a oublié de faire sa déclaration d'impôt pendant 3 ans. Et les gens gobent.
Les gens gomment, enfin, quelle réaction tu as après des évasies pareilles? Je sais pas si les gens gomment, mais en tout cas, il n'y a pas de... Pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, t'as l'impression d'être devant des inertes hypnotisés par une télé, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai écouté une chanson de là, c'était pendant que Johnny chante à la télé, les impôts ne font qu'augmenter. Mais c'est exactement ça. Et on a gagné la Coupe du Monde, allez hop, je te mets par derrière, et puis on s'en fout. C'est ça. Il y a un truc derrière, t'as l'impression, mais c'est pas grave, samedi il y a Arthur à la télé. Mais coupez-leur la télé, coupez-leur internet, les gens vont peut-être se remettre à réagir à nouveau, quoi. Mais je pense que vraiment. Non, mais c'est grave. Mais Ça, tu vois, mais je pense que la seule solution, ça serait un vrai blackout, qui se retrouve devant le mur, quoi. Ouais. Plus de télé, plus d'internet, plus rien, les gens vont. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va réfléchir, peut-être un cerveau là-haut, c'est fait pour fonctionner, quoi. C'est. Poursuivre la happiness. C'est vraiment ça, c'est que. Est-ce que tu crois vraiment que ta vie est faite pour te rendre heureux, quoi? Ouais. Et je pense que si les gens commencent à regarder ça, ils se disent non, donc ils arrêtent de regarder et ils continuent. C'est ça aussi, je pense que quand tu parlais de déni tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est que je pense que. Tu penses pas qu'il y a une forme d'épuisement mental pour que les gens se mettent. Ouais, provoquer. Provoquer. Moi je pense que c'est ça. Ouais. Alors après, c'est encore d'autres débats, mais je suis assez athée. Voilà. Donc pour moi, la religion, c'était la façon de manipuler les foules, manipuler la population pour plus facilement les diriger, contrer les peurs, contrer la peur de l'inconnu, la peur de... Voilà, et arriver à guider facilement. Bon, la religion est tombée, il a fallu trouver autre chose. Hein. Quand tu regardes la seule période où il n'y avait pas tout ce qui est manipulation mentale qu'il y a maintenant avec les médias, Internet, les télé, etc. Et avant la religion, entre deux, c'est quelle période? C'est la Renaissance. Il n'y a jamais eu autant de découvertes et de progression scientifique, écologique, sociologique, philosophique que cette période-là. C'est la période où l'humanité a le plus progressé. C'est le moment où la religion a commencé à s'effondrer, et le moment où il n'y avait pas encore de relais. Ouais. Ben, c'est bon, le relais, on l'a. Hein. Quand tu vois l'abaissement du QI moyen qui ne cesse de perturber, pas seulement Julien qui lui chimique là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Hein. Parce que vous avez vu ces trucs-là sur les études qu'il y a sur le QI moyen, donc ils ont fait ça en Suède, sous le service militaire. Et en fait, il y a eu une inflexion qui s'est faite en 2008, je crois, quelque chose comme ça, où le QI ne cessait de progresser depuis tout le temps que le service militaire existait, hein, 1955, je crois, ou 60, quelque chose comme ça. Et il a commencé à réfléchir, là. Il ne fait que diminuer. D'accord. Je rassure. À voir si le QI c'est une bonne mesure. Est-ce que c'est une bonne mesure ou pas? Mais c'est quand même significatif. Ça reste significatif quand même sur pas mal de choses, parce que tu as des esprits imaginatifs, des choses comme ça. Tu as tous les tests qu'ils font sur le... Après, je pense que tu as l'environnement, tu as le mal que font les écrans en ce moment, qui est en train de finir de ravager une nouvelle génération. Ça risque de faire mal. T'as tous les pesticides ou les choses comme ça, où ça a une action connue maintenant, ça y est, on le sait, au niveau du développement du cerveau, développement hypophysaire. Ça, c'est des articles scientifiques établis qui sortent. Monsanto, il continue de payer, alors on l'arrêtera d'ici 10-15 ans. On n'est plus à une ou deux générations près, foutu en l'air, on n'est plus à ça près. Hein. Puis après, il faudra encore épuiser les stocks. Mais c'est... Je te dis, j'ai une vision pessimiste des choses, parce que partout où je regarde, c'est pessimiste. C'est pessimiste. C'est la merde partout. Ben oui, c'est clair. Et du coup, tu veux finir sur une petite note positive? Une note positive. Alors, on va essayer de filtrer quand même par du positif, parce que sinon, on serait plus là, on serait pendu. Mais non, mais je pense que on est quand même capable de beaucoup de choses. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, l'adaptation climatique, maintenant que le merdier est fait, on est capable de le faire. On est capable de le faire à condition qu'on n'attende pas que les autres le fassent pour nous. C'est tout. C'est-à-dire que c'est vraiment ça le problème en ce moment, c'est que les gens attendent qu'on prenne une décision pour eux, qu'on leur dise quoi faire, etc. Il faut se prendre en main, c'est tout. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu du temps pour le faire. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là, loin de là. Mais prendre des décisions qui bouleversent ta vie, de se reprendre en main, de partir sur des choses qui vont te rendre plus heureux. Franchement, c'est le bonheur, il n'est pas dans ce que veut lui faire croire. C'est pas d'en partir en vacances à l'autre bout du monde ou d'acheter le dernier écran plasma top modèle ou l'iPhone 23 qui est en 17G. On
on en a rien à foutre. C'est pas ça qui te rend heureux. Au contraire, on voit que ça ne crée que des dépendances, tout ça. Ça, c'est dur, ça. Mais passer ta journée à retourner la terre, à planter un truc, et puis après bouffer tes propres tomates que tu as fait pousser, enfin, tu redécouvres des sens, tu redécouvres. Et ça, la satisfaction du travail manuel, du travail personnel, ça fait longtemps que moi, j'aime beaucoup faire les choses par moi-même déjà. Mais de se concentrer là-dessus, je pense que si tout le monde le faisait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on progresserait énormément. Comme tu dis, les initiatives locales. Les recycleries, des trucs comme ça, c'est des trucs où il faudrait que les gens aillent beaucoup plus, quoi. Parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu te rends compte que, ouais, non, on va pas jeter et racheter, on peut faire plein de choses. Tu vois, les débats, tu peux élargir sur plein de trucs, sur la bouffe, sur la consommation, sur les fringues, sur... Il y a tout à refaire. Ah, mais je pense que, voilà, il faut réapprendre à être autonome. Ouais. Et à être autonome, je dis pas individuellement, parce que tu peux pas tout faire, mais du coup... Je reviens sur notre optimiste, comme ma femme le dirait, c'est que la cohésion locale, c'est ce qui permet de retrouver une vraie autonomie. Et pas dépendre de je ne sais quel lobbying, de sais quelle politique. Qu'est-ce que t'en as à foutre qui augmente les retraites ou qui baisse les retraites si tu fais ton potager tous les soirs avec tes copains en sortant du boulot? Est-ce qu'on pourrait terminer en disant nous sommes celles et ceux que nous attendions? C'est pour que les retraités, c'est pour ça. Ça serait bien. On soit celles et ceux qu'on attendions, ouais, que nous attendions. Bah ouais, ça serait bien. J'espère, ça serait bien. De toute façon, sinon après, ça sera trop tard. C'est nous ou c'est rien. Mais c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir, c'est que effectivement, mais moi j'ai peur pour mes enfants, mais je pense qu'effectivement, s'il faut prendre les choses en main, c'est justement tous les gens qui ont cette vision-là, s'ils peuvent faire passer le message pour arriver à essayer. Mais si t'en contamines un ou deux, c'est toujours ça. T'as contaminé une ou deux personnes à vivre. Quelques graines. Ben voilà, t'as semé quelques graines, t'as une ou deux personnes qui ont été contaminées à la vie. Ah, dis non, c'est cool. Ben, ils vont contaminer 2-3 autres personnes, et puis peut-être qu'on y arrivera comme ça. Ouais. Allez, sûrement on y arrivera comme ça. Merci.